Février 2024, moins d'un an après son sacre, le roi Charles III annonce être atteint d'un cancer. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe pour les Britanniques. D'emblée, c'est l'inquiétude. Parce que ce roi dont on ne voulait pas, dont on ne voulait plus, qui arrive trop tard sur le trône, il devient soudain profondément humain et il devient un homme fragile. Ça sonne comme une sorte de malédiction. Ce roi qui a tant attendu pour régner va peut-être avoir un règne très très court. La malédiction aurait-elle commencé un an plus tôt alors que Charles monte sur le trône ? C'était la première fois qu'on voyait un rejet aussi total envers un monarque au Royaume-Uni. Alors au cœur de la tourmente, comment asseoir sa légitimité ? Certains Britanniques veulent se détacher de la figure de Charles III, que finalement, le ciment de ce Royaume-Uni, de ce Commonwealth, c'était Élisabeth II. Connu pour son mauvais caractère, pourra-t-il remplacer sa mère dans le cœur de son peuple ? Voilà, on est sur un monsieur qui a un caractère assez volcanique et qui réfrène moins ses émotions que le faisait sa mère. Et c'est vrai qu'il se murmure qu'il a beaucoup de petits caprices. Des années auparavant, Charles, alors prince de Galles, avait déjà profondément déçu les Britanniques. Car derrière son mariage de conte de fées, se cachait en réalité une autre femme. Charles dit à Camilla qu'il lui manque tellement, qu'il a tellement envie de la revoir, qu'il aimerait, puisqu'il ne peut pas être avec elle et qu'il en est empêché, devenir un tampon hygiénique pour vivre à l'intérieur de Camilla. Ça fait un tollé, parce que déjà, on n'imagine pas du tout un prince de Galles s'exprimer de cette manière, et en plus de ça, on découvre qu'il a une relation adultère. Tombé en disgrâce au décès de Lady Di, comment Charles réussira-t-il à sauver son image dans l'opinion publique ? Charles et Camilla sont véritablement les ennemis publics numéro 1 en Angleterre. Surnommée le Rottweiler par la presse, comment Camilla Parker Bowles est-elle passée de la femme la plus détestée d'Angleterre à la reine consort ? Pour avoir le droit d'apparaître auprès de Charles et pour être un membre correct de la famille royale, eh bien, elle a fait un petit relooking, un petit ravalement de façade qui lui a quand même coûté la coquette somme de 116 000 €. Elle a finalement réussi à se métamorphoser de la vilaine marâtre à la gentille belle-mère avec laquelle on a envie de prendre une tasse de thé. Derrière la couronne de Charles se cache aussi un roi milliardaire. Comment a-t-il bâti sa fortune ? Sur le plan économique, si on pouvait le comparer, c'est un peu un grand patron qui a réussi finalement. On estime que la fortune personnelle de Charles III s'élève à 1,2 milliard d'euros. Un roi qui doit relever un défi de taille pour assurer la survie de la couronne, mettre fin à la guerre fratricide entre Harry et William. Alors, y parviendra-t-il ? William, il est très en colère, il a une colère noire envers son petit frère qui a balancé énormément de dossiers sur lui dans son livre, et aujourd'hui, il ne veut plus en entendre parler. La brouille entre William et Harry est une véritable ombre au tableau de Charles III. Parce que un monarque qui n'arrive pas à unir sa famille, comment peut-il unir un pays ? Scandale, argent, maladie, malgré les épreuves de la vie, Charles III réussira-t-il à prouver à ses sujets que loin d'être maudit, il est né pour régner ? Le 5 février 2024 au soir, un communiqué émanant de Buckingham Palace plonge le Royaume-Uni dans l'effroi. On y apprend que le souverain Charles III est atteint d'un cancer. On a expliqué que le roi subissait une intervention de la prostate, une intervention assez bénigne, et qu'à l'occasion de cette intervention, il avait été diagnostiqué, je cite, une forme de cancer. Voilà comment les Britanniques, le Commonwealth, les plus de 2 milliards de sujets de Sa Majesté ont appris le cancer de Charles III. Révolution de palais, puisque c'est la première fois qu'on va à ce point dans l'intimité d'un souverain et qu'on connaît vraiment la cause de sa maladie. Préalablement, si on remonte à Élisabeth II, elle était quasiment mourante, il a fallu qu'elle soit alitée et qu'on soit presque certain qu'elle ne puisse pas se relever avant que le palais nous dise qu'il y a comme un léger problème avec la reine. Une annonce inédite pour la royauté, mais qui n'en reste pas moins mystérieuse.
personne à ce jour ne sait de quelle forme de cancer souffre Charles III. Donc c'est une avancée dans la communication de la famille royale, mais en même temps, on sait tout et on ne sait rien. Ce communiqué qui était là pour rassurer les Britanniques a finalement plus inquiété qu'autre chose. Eh bien, d'emblée, c'est l'inquiétude. Parce que ce roi dont on ne voulait pas, dont on ne voulait plus, qui arrive trop tard sur le trône, il devient soudain profondément humain et il devient un homme fragile. Scruté par la presse internationale, à l'affût de la moindre information sur son état de santé. Cette nouvelle a choqué et elle est à la une de tous les journaux ici. Le roi Charles III est même traqué à sa sortie de la London Clinic, au bras de Camilla, suite à son intervention de la prostate. Comment vous sentez-vous? Cette maladie fragilise le roi dans l'exercice de son pouvoir. Contraint de se mettre en retrait de ses fonctions officielles. Un roi qui avait pourtant déjà attendu ses 74 ans pour régner. C'est un vrai coup dur pour la couronne britannique, ce cancer de Charles III annoncé, parce que Charles, c'est un homme qui a attendu toute sa vie dans l'antichambre du pouvoir. Moins d'un an après son couronnement, la fatalité lui tombe dessus. Ça sonne comme une sorte de malédiction. Ce roi qui a tant attendu pour régner va peut-être avoir un règne très très court. Autre source d'inquiétude pour les Britanniques, savoir quel sera le traitement de Charles III, connu pour avoir des positions controversées en matière de santé. Charles, c'est un roi assez particulier quand on parle de santé, parce qu'il est un pro de l'homéopathie. Et donc on s'est dit, bon, il a un cancer, comment va-t-il se soigner? Par la voie classique, ou va-t-il justement utiliser l'homéopathie, dont on n'est vraiment pas sûr sur ce genre de maladie? Lorsque Charles est devenu roi, il a nommé à la tête de la maison médicale le docteur Dickson, qui est fortement contesté. Pourquoi? Parce que selon lui, il faut vraiment se soigner à base de plantes. Si on remonte un peu le temps, Charles III a fait des déclarations dans la presse dans lesquelles il disait qu'il était persuadé qu'on pouvait guérir de cancer en avalant tous les matins 13 jus de fruits différents. Bref, on sait que Charles III croit en tout cas en ces médecines alternatives et l'on a peur que le docteur Dickson, en quelque sorte, eh bien, lui préconise un traitement qui serait dangereux. Lorsque 10 mois plus tôt, Charles III monte sur le trône à l'âge de 74 ans, il souffre déjà de plusieurs problèmes de santé particulièrement inquiétants. On sait qu'il a fait énormément de polo pendant des années et que ça lui a créé beaucoup de problèmes, notamment au niveau des vertèbres. Harry raconte en effet dans son livre qu'il fait le poirier tous les matins pour apaiser ses douleurs. On sait aussi qu'il a des problèmes de circulation, les fameux finger sausage, ces espèces de doigts extrêmement gonflés. Ses doigts sont particulièrement boudinés. Il y a d'ailleurs même une boucherie célèbre en Angleterre qui a créé les saucisses Charles III en forme des doigts du roi. C'est un kit qui comporte 10 saucisses. On ne peut pas dire que Charles III, à 75 ans, soit en très bonne santé. D'ailleurs, quand Élisabeth II était encore en vie, on disait que Charles III n'était pas en meilleure santé qu'elle. C'est un jeune roi, mais c'est aussi un homme d'âge mûr, donc finalement, il fait face aux problèmes de tout un chacun. Face à la maladie, le royaume est contraint de s'organiser. Charles III peut compter sur la firme pour le suppléer dans ses obligations, à commencer par son plus fidèle membre, Camilla Parker Bowles, son épouse dévouée. La famille royale britannique est quelque chose de très bien rodé et très bien organisé. Donc quand il y a un maillon manquant, si je puis dire, momentanément, eh bien il y a des éléments qui viennent se replacer pour le remplacer. Donc Charles III peut compter sur son épouse, la reine Camilla. Quasiment tous les jours depuis ce communiqué, elle a été présente pour représenter la couronne finalement.
Camilla, elle ne s'attendait pas à devoir assurer ce rôle-là. Déjà, il faut savoir que Camilla, être reine, ça ne l'intéressait pas. C'est un petit peu par la force des choses qu'elle l'est devenue, mais c'est quelqu'un qui préfère rester au coin du feu avec un livre entre les mains, plutôt que d'aller comme ça sur le front pour se montrer. Parce que Camilla, c'est une personne très réservée. Mais là, on découvre cette reine. Vraiment, ça la met en lumière. Et on voit que Camilla, finalement, elle est parfaite pour le job. C'est vraiment une journée glaciale. Je suis content de vous voir. Excusez-moi, je suis tellement en retard. J'espère que Sa Majesté va bien. Il va très bien, merci. Il a hâte de retourner au travail. Mais selon des bruits de palais, travaillant sans relâche depuis plusieurs semaines à la place de son époux, la reine Camilla commencerait à montrer des signes de fatigue. Et donc elle a assuré 3 fois plus de jobs que d'habitude. C'est une dame qui a plus de 75 ans. Elle n'a pas compté ses efforts, elle est fatiguée. Donc elle va prendre quelques jours de repos, elle va souffler un petit peu. En temps normal, William, le prince de Galles, numéro 1 dans l'ordre de succession, serait le plus légitime pour assurer les obligations de son père malade. Mais voilà, depuis le 17 janvier 2023, sa vie à lui a elle aussi basculé. Cette annonce de cancer de Charles III, elle tombe mal pour William parce que, à côté du cancer de Charles III, il y a l'annonce de l'hospitalisation de Kate Middleton à la London Clinic. Une opération d'ailleurs très mystérieuse, dont on ne connaît pas la nature. On sait simplement que Kate a subi une opération de la zone abdominale. Après 2 mois de silence, le vendredi 22 mars 2024, la nouvelle tombe. Kate Middleton annonce elle aussi être atteinte d'un cancer. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe, mais qui explique surtout pourquoi William ne peut pas prendre le relais de son père en ce moment. Techniquement, c'est maintenant qu'il faudrait qu'il remplace son père, qu'il remplace le roi, puisqu'il est quand même l'héritier de cette institution royale. Et il a dit, via un communiqué de Kensington Palace, qu'il allait lever le pied, qu'il allait alléger son agenda pour pouvoir rester au maximum auprès de son épouse. En cette période trouble pour la couronne, une question est sur toutes les lèvres. Face à la maladie, Charles III serait-il prêt à abdiquer au profit de son fils William ? Dans la famille Windsor, à part par amour, on n'abdique pas. C'est quelque chose, voilà, c'est ancré en eux, ils sont nés pour être rois, ils sont nés pour régner. Ils vont mourir en souverains. La question de l'abdication est un véritable tabou au Royaume-Uni. On n'abdique pas quand on est roi d'Angleterre. Quand le roi est couronné, il est couronné devant Dieu et les hommes. Il y a quelque chose de sacré. Et en plus de ça, est-ce que William aurait été prêt à prendre la suite ? Maintenant, certainement pas, parce qu'en fait, William, c'est un prince encore assez jeune, il a une 40aine d'années, et surtout, il a 3 enfants en bas âge, et son cauchemar à William, ce serait de passer à côté de sa vie de famille. C'est le plus important pour lui aujourd'hui, sa femme et ses enfants. Donc être roi, d'accord, il l'accepte parce que c'est son destin, mais le plus tard possible. Pas question donc d'envisager l'abdication. D'autant plus que malgré la maladie, Charles III continue coûte que coûte à gérer les affaires courantes. Charles III, c'est un roi au travail, donc il est malade, certes. Les affaires d'État, il va continuer à les gérer. De toute façon, les médecins lui avaient dit, après l'annonce de ce cancer, qu'il se serait bien quand même pendant au moins 1 mois qu'il soit au repos total. Bon, au bout de 3 semaines, il avait de nouveaux rendez-vous avec Rishi Sunak, donc le Premier ministre. Toute la durée de son traitement, le roi Charles III ne se cache pas. Et ça, c'est tout à fait inédit. On le voit sur les réseaux sociaux où il consulte les nombreux courriers, les nombreuses lettres que lui envoient les Anglais et beaucoup de personnes aux 4 coins du globe. On le voit très ému de recevoir des courriers. Et ça aussi, c'est assez étonnant dans la famille royale. On ne montre pas ses sentiments. Mais là, Charles a montré qu'il était très touché par justement toute cette vague de soutien. Et voilà, il veut surtout montrer qu'il va bien. Même s'il se veut combatif, comme tous ses ancêtres avant lui, Charles III a le devoir d'anticiper le pire, à savoir
son propre enterrement. Dans la famille royale, il y a un petit rituel qui peut sembler glauque et très bizarre pour le commun des mortels, c'est qu'on prépare sa mort. Et on la prépare assez tôt, surtout quand on devient roi, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Comme tout souverain d'Angleterre, les funérailles de Charles III sont déjà prêtes. Le nom de code ici sera Menai Bridge. Pourquoi Menai Bridge? Parce qu'il est resté très très longtemps prince de Galles et que c'est tout simplement le pont le plus important du pays de Galles. Le roi Charles III, lui, prépare, répète même ses propres funérailles, sa propre mort. Et donc tout est organisé, tout est millimétré. C'est même lui qui choisit ce que l'on va jouer au moment de ses funérailles. Charles III organise, il a des réunions pour organiser ses propres funérailles et rien n'est laissé au hasard dans cette opération Menai Bridge. 1 an et demi plus tôt, Charles, alors prince de Galles, avait été confronté à une autre épreuve, celle du décès de sa mère, Élisabeth II. Immédiatement sacré roi d'Angleterre, son accession au trône s'était faite dans une atmosphère particulièrement électrique. En septembre 2022, Charles III monte sur le trône dans un contexte qui est compliqué. Le Commonwealth ne s'est jamais autant rebellé. Et parmi ces États souverains, il y en a qui revendiquent leur indépendance, qui ne veulent plus en tout cas de Charles au pouvoir. Et lors notamment du couronnement, il y a eu des manifestants qui ont brandi des affiches avec « Not my king », ce qui ne s'est jamais vu quasiment sous le règne d'Élisabeth II. Ça montre justement que certains Britanniques veulent se détacher de la figure de Charles III, que finalement, le ciment de ce Royaume-Uni, de ce Commonwealth, c'était Élisabeth II. Élisabeth II avait une cote de popularité qui crevait le plafond. C'était plus qu'une reine, c'était une légende. Donc tout ce qui était manifestation, remise en cause de la monarchie, c'était assez inaudible sous le règne d'Élisabeth II parce qu'elle était justement absolument intouchable. Donc voilà, c'était la première fois qu'on voyait un rejet aussi total envers un monarque au Royaume-Uni. Un nouveau roi malmené, à qui certains reprochent surtout de coûter trop cher aux Britanniques. À commencer par son sacre, des festivités qui ont duré 3 jours. Le sacre de Charles III aurait, nous dit-on, coûté la somme de 285 millions d'euros. À l'inverse, celui d'Élisabeth II a coûté 50 millions, donc c'est une différence notoire. Pourquoi ? En fait, le prix de ce sacre, finalement, revient à la sécurité, parce qu'on est dans une période vraiment très compliquée à ce moment-là. Vous avez en fait tous les chefs d'État les plus puissants du monde qui se sont retrouvés en un seul et même lieu, l'abbaye de Westminster, donc il fallait sécuriser tout ça. Donc du coup, ça a coûté énormément d'argent. Billets de banque ou encore timbres. Au coût du sacre s'ajoute tout ce qui doit changer dans le royaume avec l'arrivée sur le trône de Charles III. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre avec énormément de changements qui viennent derrière, puisque, on vous le rappelle, la reine Élisabeth II avait son visage sur la monnaie, il y avait un hymne avec God Save the Queen, et évidemment, quand Charles arrive sur le trône, il faut changer tout ça. Tout est à changer et ça coûte énormément d'argent, on parle de milliards d'euros. C'est pas la couronne qui paye tous ces changements, c'est le contribuable, et donc ça peut faire un petit peu grincer des dents. Charles, alors qu'on a du mal à chauffer nos maisons, on doit payer pour votre défilé. Les contribuables ont payé 100 millions pour vous. Pourquoi faire ? Il y a eu même des jets d'œufs sur le roi, donc qui ont loupé, heureusement, mais on n'aurait jamais imaginé ça avec Élisabeth II. Dans les semaines qui suivent son couronnement, Charles III souffre de l'incroyable cote de popularité dont bénéficiait sa mère Élisabeth II. Difficile pour lui de prendre ses fonctions dans le sillage d'une reine à ce point adulée. Au moment où il est monté sur le trône, il y a eu une espèce de moment de flottement où les gens se sont dit « Mon Dieu, ça y est, ça fait des décennies qu'on sait qu'un jour ça va arriver, ça y est, ça arrive, est-ce qu'il sera digne du job, est-ce qu'il sera digne de sa mère ?» Il y avait beaucoup de doutes sur sa capacité à être roi. Et pour cause, pendant des décennies, sa mère elle-même semble avoir douté de son propre fils.
Élisabeth II a longtemps douté des capacités de Charles III à devenir un jour monarque. Elle l'a longtemps jugé trop frivole, trop spontané, trop chien fou finalement. Il y a longtemps eu des rumeurs, on disait que Élisabeth II, dans l'intimité de ses appartements à Buckingham, pensait que William était le parfait héritier et qu'il aurait peut-être été meilleur que Charles dans ce rôle. Un épisode en particulier va inquiéter les Britanniques sur la capacité à régner de leur nouveau roi. Nous sommes le 14 septembre 2022. Charles effectue l'une de ses premières visites officielles en tant que souverain en Irlande du Nord, au château d'Hillsborough. Au moment de signer un document officiel, c'est le dérapage. Il est en train de signer une sorte d'arrêté royal, de décret royal qui fait un peu de lui un roi, et son stylo ne marche pas. Et ça, il supporte pas. C'est absolument insupportable. Et on le voit, et on a devant nous un monsieur qui est roi, qui a 75 ans, et qui fait un caprice d'enfant. Je ne peux pas supporter ce foutu truc. On avait l'habitude d'Élisabeth II qui était toujours d'humeur égale, qui n'avait jamais un mot plus haut que l'autre. On savait à peine ce qu'elle pensait. Et là, on a un nouveau roi qui est colérique. Et donc la question que les Britanniques se sont posées à ce moment-là, c'est est-ce que ce roi qui s'énerve pour un simple stylo, donc pour une broutille finalement, est-ce qu'il sera capable de régner convenablement et puis d'endosser ce rôle qu'on lui demande? En quelques heures, l'épisode malencontreux enflamme la presse. Cette image d'un roi irritable donne le ton du règne à venir. Un règne très différent de celui d'Élisabeth II. À commencer par le train de vie que Charles III a mené jusqu'à présent. Dans sa demeure de Clarence House, entouré de ses 120 domestiques, il est connu pour mener une existence particulièrement fastueuse. On a toujours dit que Charles, quand il était prince de Galles, vivait bien plus déconnecté du monde réel qu'Élisabeth II elle-même. En Angleterre, quand on pense à un aristocrate britannique, on pense d'abord à Charles en tant que prince de Galles et maintenant en tant que roi d'Angleterre, parce qu'il représente vraiment cette figure d'un homme qui vit entouré de domestiques. Il a toujours eu des valets-pieds, des majordomes, des secrétaires particuliers. C'est une vie qui est absolument incroyable. Il a l'habitude qu'on le serve, qu'on l'habille, qu'on lui prépare ses affaires. Et c'est vrai qu'il se murmure qu'il a beaucoup de petits caprices. Au fil du temps, ces caprices sont entrés dans l'histoire de la famille royale. Le plus fameux concerne sa toilette du matin. La légende veut que tous les matins, un valet vient mettre sur sa brosse à dents 2 cm de dentifrice, que le valet doit remplir la baignoire jusqu'à un certain niveau et que Charles III ne supporte pas que la baignoire soit trop remplie ou pas assez remplie. Le mode de vie de Charles III est hallucinant. Charles, lorsqu'il voyage, eh bien, on voyage avec l'oreiller, à la limite, pourquoi pas, mais aussi le matelas, puisqu'il a son propre matelas, comme il souffre énormément des lombaires, mais sa commode également. Comme ça, peu importe dans quel pays il voyage, il sait en permanence que dans le premier tiroir, ce sont les caleçons, que dans le deuxième, ce sont les mouchoirs, que dans le troisième, ce sont les lacets. On raconte qu'une nuit, pris d'une fringale nocturne, Charles III descend dans les cuisines de sa résidence d'Highgrove, qu'il ouvre le frigidaire, et là, il se met à hurler, un cri dans la nuit. Camilla descend, apeurée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, mais je ne comprends pas ce qu'il y a sur toutes les assiettes, sur tous les plats. Et en fait, sur tous les plats étaient recouverts de cellophane. Et lui, qui n'avait jamais cuisiné de sa vie, qui n'avait jamais mis un pied dans les cuisines, ne savait pas ce que c'était du cellophane. Un roi déconnecté des réalités. Son quotidien est hors norme, à l'image des résidences dans lesquelles il vit. Il est un très très grand propriétaire terrien, on ne le dira jamais assez. C'est manoirs, châteaux et des milliers d'hectares dont il est propriétaire. Il adore cela. Son empire se compose de 7 palais, 10 châteaux, 12 maisons, 56 cottages et 14 demeures anciennes. Le tout estimé à 23 milliards d'euros pour sa résidence principale,
Charles III a donc l'embarras du choix, mais là encore, il se démarque d'Élisabeth II. Charles, en devenant roi, il a fait donc des choix très différents de sa mère, notamment son lieu de résidence. Lui, il n'est pas installé à Buckingham Palace. Lui, il a décidé plutôt d'aller à Clarence House, qui est une résidence pour laquelle il a beaucoup de sentiments. Parce que c'est la résidence dans laquelle il a habité avec Camilla quand il a été autorisé à vivre avec elle. Donc il y a toute cette histoire aussi. C'est l'endroit où a vécu la reine-mère, pour qui il avait énormément d'amour et d'affection. Il vit aussi à Highgrove, sa maison qu'il adore et qu'il a achetée il y a plusieurs dizaines d'années déjà. Il vit aussi à Sandringham, un peu plus au nord. Et puis il vit à Balmoral quand il se déplace en Écosse. Il vit à peu près partout, j'ai envie de dire, sauf à Buckingham, qui n'est pas l'endroit qu'il préfère au monde. Il s'est d'ailleurs dit pendant un moment qu'il était tout à fait ouvert à transformer Buckingham en musée. Buckingham, ce n'est pas un palais accueillant, on n'a pas envie d'y vivre. C'est le centre du pouvoir, c'est un bureau tout au mieux, mais ce n'est pas un endroit où on a envie de dormir et de recevoir des gens. Il aime pas, tout simplement, Buckingham Palace. Pour lui, c'est trop grand, c'est trop froid, c'est impossible à chauffer. Voilà, ça n'a aucun intérêt d'y vivre. En plus d'hériter des demeures de la couronne, Charles III est aujourd'hui assis sur une fortune privée colossale. Un chiffre qui donnerait presque le vertige. On estime que la fortune personnelle de Charles III s'élève à 1,2 milliard d'euros. C'est 4 fois plus qu'Élisabeth II, parce que c'était une femme qui était millionnaire, mais ce n'était pas la femme la plus riche d'Angleterre. C'est un roi donc, qui est milliardaire, qui est très riche, il fait partie des monarques les plus riches d'Europe. Une fortune héritée en partie de sa mère et de ses incroyables collections privées, le trésor de Windsor. Alors c'est pas de l'argent sonnant et trébuchant sur un compte à la Coutts & Co, qui est la banque un peu des Windsor, qui est banque privée, évidemment. C'est de l'argent qui inclut aussi de nombreuses collections d'art. Collection privée à 315 millions d'euros, collection personnelle quand même, on le précise ici, ça n'a rien à voir avec la collection qui appartient à l'État. Donc il a pour plusieurs centaines de millions d'euros de tableaux, il collectionne les montres, il collectionne les voitures. Donc c'est des collections qui se sont faites au fur et à mesure des années. On parle de 7 millions uniquement dans sa collection de voitures, dont une fameuse Aston Martin qui a été montée intégralement pour pouvoir fonctionner au bioéthanol. Il possède aussi une incroyable collection de timbres estimée à peu près 100 millions d'euros. C'est l'une des plus grandes collections de timbres au monde. Plus riche que la famille Beckham ou encore qu'Elton John. Pour en arriver là, et avant même de monter sur le trône, Charles III a surtout énormément travaillé pour faire fructifier son patrimoine. Alors certes, c'est un roi qui est riche, mais c'est surtout aussi un roi qui bosse. Et il a toujours travaillé, Charles III. Il n'a pas attendu d'être couronné que pour bosser. Son grand cheval de bataille, indiscutablement, vraiment, c'est le bio. Pour le roi, l'écologie a été une véritable mine d'or. Alors prince de Galles, il hérite du duché de Cornouailles, des terres sur lesquelles il convertit 364 hectares en agriculture raisonnée. Il est l'un des premiers au monde à faire ça, à parler d'agriculture biologique. À l'époque, on le prend pour un fou, pour un huluberlu. Et finalement, il était en avance sur tout le monde, il était précurseur. Un pari gagnant quand on estime que ce duché rapporte aujourd'hui 28 millions d'euros par an. Charles III, c'est un vrai businessman. Il a multiplié par plus de 50% les revenus en fait, du duché de Cornouailles. Tous les produits de la ferme sont vendus vraiment sous la marque, entre guillemets, famille royale. Le roi Charles a créé une marque qui s'appelait Duchy Original, qui était des produits bio. En fait, sa marque a très bien marché, à tel point qu'il a vraiment fait beaucoup de bénéfices. Aujourd'hui légué à son fils William, nouveau prince de Galles, Charles III ne jouit plus des revenus du duché de Cornouailles. Il est depuis son accession au trône à la tête du duché de Lancaster et gageons qu'en bon businessman, il saura le faire fructifier.
Sur le plan économique, si on pouvait le comparer, c'est un peu un grand patron qui a réussi finalement. Il a assez bien géré les choses et il a réussi à faire fructifier sa fortune. Et puis c'est une façon aussi de se démarquer, de montrer que, hors son statut royal, il peut gagner son propre argent. Mais en plus des affaires, Charles III n'en oublie pas ses obligations de représentation. Le souverain est même le membre de la firme le plus actif. Mais c'est un roi qui travaille énormément, qui est en déplacement en permanence, qui assure plus de 300 engagements par an, vous vous rendez compte, sur 365 jours dans l'année, qui écrit énormément de lettres, qui correspond avec beaucoup de gens, qui reçoit en audience, qui va inaugurer tel ou tel endroit qui vient d'être construit. Donc là, on l'a encore vu d'ailleurs avec l'annonce de son cancer. Il est bien dit que oui, il est malade, mais il va quand même continuer à travailler. Il va quand même continuer à recevoir ces fameuses boîtes rouges, c'est-à-dire ses correspondances avec le gouvernement, à se soucier un petit peu des dossiers en cours. C'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais. La preuve, il refuse de prendre des pauses déjeuner parce que pour lui, c'est une perte de temps. Il préfère continuer à travailler et il mangera mieux le soir plutôt que de s'arrêter faire une pause dans ses dossiers. Et il a la sale habitude, selon ses proches, de toujours se remettre à travailler après le dîner. Donc généralement, il travaille à peu près jusqu'à minuit. Donc on est sur une journée de travail qui commence tôt le matin, qui finit tard le soir et qui ne s'interrompt pas beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui est très exigeant avec les autres, mais qui l'est aussi avec lui. Le rythme de vie de ce boulimique de travail, seule la reine Camilla peut le supporter. Elle est, et ce depuis plus de 50 ans, le grand amour de sa vie. Une histoire sur laquelle personne n'aurait parié à l'époque. La grande histoire entre Charles et Camilla aurait débuté sur un terrain de polo qui est un peu leur passion commune. On est en 1971. Elle lui est présentée et elle lui dit... Du moins, c'est ce que raconte la grande histoire. Vous saviez que ma grand-mère était la maîtresse de votre grand-père? Et c'est comme ça que ça aurait commencé entre eux, en fait. Camilla Chand est blonde, elle a les yeux bleus, elle est drôle, elle est marrante, elle est sympathique, elle fume, elle boit, elle est légère. Et Charles tombe totalement sous le charme de cette jeune fille totalement libérée, très loin des côtés un peu empesés que peuvent avoir parfois certaines figures de l'aristocratie. Malgré ses sentiments, Camilla refuse les contraintes de l'institution monarchique. Pas question de mariage. Même son de cloche du côté de la reine. Et quand la reine apprend que Charles se rapproche d'une certaine Camilla Chand, elle se renseigne un petit peu sur la personne et ce qu'elle voit ne lui plaît pas. Parce que Camilla ne vient pas d'un milieu aristocratique. En plus de ça, c'est la fille d'un membre de la garde royale, et donc un membre de la famille royale n'a pas le droit d'être en couple avec ce genre de personne. Donc Camilla et Charles, ça ferait pas un très beau couple, ça serait pas bon pour la monarchie. C'était pas la bonne épouse pour Elisabeth II et pour l'ensemble des Windsor. Pourquoi? Parce qu'on cherchait à marier le futur roi. Celle qui devait être la future reine devait avoir un curriculum vitae irréprochable. Elle devait en quelque sorte être descendue d'un nuage. Elle devait être vierge, elle devait être aristocratique, elle devait être belle. Celle qui trouve grâce aux yeux d'Elisabeth II se nomme Lady Diana Spencer. Âgée de 20 ans à l'époque, elle a tout de la princesse de conte de fées. Pourtant, cela ne suffira pas. Diana, c'était la fiancée parfaite. Elle cochait toutes les cases. On ne pouvait pas trouver mieux pour Charles que Lady Di. Elle était extrêmement timide, extrêmement réservée. Elle était toute jeune, elle avait 20 ans. Elle était vierge, elle venait d'une bonne famille, elle ne demandait qu'à apprendre. Et surtout, en plus, elle était folle amoureuse de Charles. Nous sommes en 1981. Quelques semaines avant leur mariage, Charles et Lady Di se prêtent au jeu de l'interview. Des images qui donneront le ton des années à venir. On se souvient des fiançailles de Charles et Diana et de cette question qui est posée, une question somme toute normale. Est-ce que vous êtes amoureux l'un de l'autre? On voit Diana minauder et répondre amoureusement, bien sûr. Sauf que Charles, il va lui mettre le vent du siècle, il va répondre devant tout le monde. Oui, bon, bah ça dépend de ce que ça veut dire amoureux. Alors là, si on n'avait pas compris déjà qu'on allait droit dans le mur, c'est quand même, voilà, c'est qu'on était bien aveugle.
le mariage de Diana et Charles est voué à l'échec quelque part parce que vous ne pouvez pas démarrer sereinement une histoire si elle commence sur un malentendu. Et autant Diana est subjuguée par Charles, qu'elle connaît forcément, qu'elle admire forcément. Elle a grandi dans une famille aristocratique pour qui les Windsor, c'est Dieu sur terre. Donc forcément, elle tombe amoureuse, elle est subjuguée par la perspective de ce mariage. Autant Charles n'aura jamais aucune attirance pour Diana. En somme, dès les fiançailles, le monde entier tombe amoureux de Diana, sauf Charles. L'histoire raconte que la veille de son mariage, il a passé la soirée à pleurer de désespoir en se disant que non seulement il va épouser Lady Di, mais que donc il n'épousera donc jamais Camilla. Le 29 juillet 1981, la cérémonie qui se déroule à la cathédrale Saint-Paul réunit près de 750 millions de téléspectateurs. Des images grandioses qui cachent donc en réalité une union malheureuse. Un mariage qui donnera tout de même 2 héritiers à la couronne. William, né en 1982, et Harry, en 1986. Des naissances qui n'entameront pas les sentiments de Charles pour Camilla. Et à partir de la naissance du prince Harry, Charles et Camilla vont reprendre leur liaison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rien ne va plus au sein du couple princier, au sein du couple Charles et Diana. En décembre 1992, après 11 ans de relations tumultueuses, le royaume déclare forfait et annonce officiellement la rupture entre Lady Di et le prince Charles. Pour les Britanniques, c'est un choc, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Quelques mois plus tard, un énorme scandale explose dans la presse. On y découvre alors la liaison qu'entretient Charles avec Camilla. En fait, c'est une discussion téléphonique entre Camilla et Charles qui a été interceptée par des CB à l'époque, des fréquences radio, et dans laquelle on entend Charles avoir une discussion très coquine avec Camilla. Et Charles dit à Camilla qu'il lui manque tellement, qu'il a tellement envie de la revoir, qu'il aimerait, puisqu'il ne peut pas être avec elle et qu'il en est empêché, devenir un tampon hygiénique pour vivre à l'intérieur de Camilla, pour vivre au plus près d'elle. La publication de cette conversation téléphonique privée scandalise les Britanniques. Et Camilla et Charles deviennent alors de véritables parias. Ça fait un tollé, parce que déjà, on n'imagine pas du tout un prince de Galles s'exprimer de cette manière, et en plus de ça, on découvre qu'il a une relation adultère. C'est un affront terrible pour Diana qui est adorée du public et qui se retrouve une fois de plus, même si à l'époque ils étaient séparés, humiliés sur la place publique, à entendre en plus un futur roi d'Angleterre dire à celle qui était à l'époque sa maîtresse qu'il aimerait être son tampon. C'est pas très bien passé. Quelques années plus tard, le 31 août 1997, l'une des pages les plus sombres de la monarchie s'ouvre. Lady Di décède aux côtés de Dodi Al-Fayed sous le pont de l'Alma. Une mort tragique qui déchaîne l'opinion publique. Charles porte aux yeux des Britanniques une lourde responsabilité dans le décès de la princesse de Galles, puisqu'il est responsable pour une grande partie des Britanniques de la dissolution et de l'échec de son mariage, et que en fait, si le mariage n'avait pas été un échec, Diana ne serait pas partie avec Dodi Al-Fayed, ne serait pas retrouvée dans cette Mercedes, et n'aurait pas trouvé dramatiquement la mort sous le pont de l'Alma. Charles et Camilla sont véritablement les ennemis publics numéro 1 en Angleterre. On veut presque la peau de Charles et Camilla. Enfin, Charles a peur pour sa vie le jour des funérailles de Lady Di. Il a peur presque qu'on lui tire dessus, que quelqu'un dans la foule lui tire dessus. Lorsqu'il suit la dépouille dans la foule, on dit qu'il porte sous sa chemise un gilet pare-balles et surtout qu'on a mis autour de lui William et Harry pour être sûr qu'un tireur par balle ne viendrait pas à le descendre. De cette tragique journée reste une image qui a marqué le monde entier. William et Harry, respectivement âgés de 15 et 11 ans, marchant derrière le cercueil de leur maman. L'enterrement de Lady Di, pour tous les gens qui l'ont vu, c'est principalement 2 garçons. Un adolescent et un garçon encore tout jeune.
qui marchent derrière le cercueil de leur mère et qui remontent cette rue qui est interminable. 3 pas derrière le cercueil de leur mère avec des millions de gens qui les regardent souffrir. Et tous ces adultes derrière en costume noir qui n'ont pas un geste pour eux, qui n'ont pas un geste de tendresse pour eux. Ça, c'est terrible. C'est une image qui est gravée vraiment dans la mémoire collective. Charles a longtemps hésité à faire marcher ses 2 fils derrière le cercueil de Diana. Enfin, c'est le prince Philippe qui a fini par convaincre Charles, mais aussi William et Harry, de le faire pour ne pas le regretter à vie. Charles, ce qu'on peut lui reprocher à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas mis un stop à cette proposition. Lui, il s'est dit, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que les gens veulent voir, donc on va le faire ensemble, je vais vous soutenir, mais il n'a pas protégé ses garçons. Au lendemain du décès de Lady Di, Charles est au plus bas dans les sondages. Il va alors se lancer dans une grande opération séduction pour reconquérir le cœur des Britanniques. Première étape, reprendre en main son rôle de père de famille. Charles, dans cette période assez compliquée, il décide de se montrer et de montrer qu'il est présent pour ses enfants. Juste après la mort de Lady Di, Charles va être un père irréprochable. Il va même annuler certains de ses engagements officiels pour emmener Harry chez le dentiste. Il va être là pour tous les anniversaires, pour tous les moments importants de la vie de ses 2 fils, ce qu'il ne faisait pas avant le décès de Diana. En fait, il se met en scène avec ses enfants pour montrer que voilà, c'est aussi pour son image de marque à lui. Je fais de mon mieux pour essayer de pallier à la disparition de leur mère. Donc je suis là, je suis présent, on passe des moments ensemble. C'est une démarche qui est aussi calculée en tant que prince. Parce qu'il le sait, les Anglais ont une mauvaise image de lui, donc il doit se montrer d'autant plus présent pour ses garçons et aussi le montrer dans la presse anglaise. Deuxième étape du plan de communication de Charles, vivre enfin au grand jour son histoire d'amour avec Camilla Parker Bowles. D'emblée, Charles, lorsqu'il perd Diana, eh bien, lui se dit, mais au fond, ça va être l'occasion pour moi de tenter de faire un peu aimer Camilla par la population, ou en tout cas, ne serait-ce peut-être pas le moment de commencer à la présenter. Alors pour cela, il engage un expert de la communication qui est Mark Bolan, et Mark Bolan va travailler beaucoup à l'image de Camilla. Mark Boland va travailler main dans la main avec la presse anglaise pour donner une autre image de Camilla Parker Bowles, qui à l'époque est considérée comme la vilaine sorcière. Pour plaire aux Anglais, Camilla va devoir se montrer exemplaire en tant que belle-mère, un rôle qui pourrait bien faire basculer l'opinion publique. Mark Bolan fait savoir à la presse par des voies détournées qu'en fait, il y a eu une rencontre entre Camilla et le prince William. Parce que tout le monde se serait dit, bon, William, très attaché à sa mère, c'est quand même lui qui glissait des mouchoirs en dessous de la porte de la salle de bain pour la consoler. Jamais il n'acceptera Camilla dans sa vie. Jamais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils se sont rencontrés, ça s'est plutôt bien passé. Donc ils font fuiter cette histoire en disant « Regardez, William a accepté Camilla, donc vous n'avez pas d'autre raison que de l'accepter aussi. » Et ça marche. Grâce à Mark Boland, le couple autrefois détesté peut enfin se montrer au grand jour. On assiste à la première apparition publique du couple Charles et Camilla en novembre 1999 lorsqu'ils sortent du Ritz lors d'une soirée donnée pour les 50 ans du prince Charles. Camilla sort au bras de Charles devant tous les photographes du monde entier. Elle est pétrifiée, mais c'est une première sortie, c'est un premier pas. Et pour finir de conquérir les Britanniques, Camilla ne va pas compter ses efforts.
pour avoir le droit d'apparaître auprès de Charles et pour être un membre correct de la famille royale, eh bien elle a fait un petit relooking, un petit ravalement de façade qui lui a quand même coûté la coquette somme de 116 000 €. Elle subit presque une métamorphose totale où elle passe entre les mains de grands couturiers, elle passe enfin entre les mains d'un coiffeur, on refait la coloration de ses cheveux, elle refait faire l'intégralité de ses dents, elle fait un régime, elle apprend à moins à boire. Camilla, elle aime bien quand même lever le coude, c'est la campagne, c'est l'Écosse beaucoup, c'est le whisky, elle aime ça. Donc bref, elle s'astreint vraiment à un régime, elle change terriblement physiquement. Elle a finalement réussi à se métamorphoser de la vilaine marâtre à la gentille belle-mère avec laquelle on a envie de prendre une tasse de thé. Une métamorphose qui va même séduire jusqu'à Élisabeth II. En 2005, la reine autorise son fils Charles à enfin convoler en juste noces avec Camilla. Une union qui ravit aussi le cœur des sujets de Sa Majesté. On est parti dans les yeux des Britanniques d'une espèce de Cruella mauvaise et terrible à l'image d'une femme plutôt aimante qui est là pour sa famille. Quand je dis sa famille, c'est du coup la nation, qui soutient son mari, qui le remplace dans ses fonctions lorsque c'est nécessaire. Donc elle a aujourd'hui une image beaucoup plus assagie, effectivement, d'une femme qui est solide et qui est toujours là, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, elle a toujours été là, quoi qu'il est arrivé. Aujourd'hui reine, Camilla a su imposer en douceur sa marque de fabrique, celle d'une grand-mère aimante et protectrice qui fédère autour d'elle son clan. Malgré elle, la famille royale se modernise en devenant une famille recomposée. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Camilla et les petits-enfants de Camilla font partie du cercle proche du couple royal. Après, Laura et Tom Parker Bowles, les enfants de Camilla, ont toujours essayé d'être discrets parce qu'ils savent qu'ils intéressent la presse anglaise, ils savent qu'ils intéressent les tabloïds. Elle est parfaitement consciente que ses enfants ont beaucoup souffert à cause d'elle, à cause en tout cas de l'histoire qui l'unit à Charles. Ça a été difficile en tant que mère de les voir supporter ça. Et donc effectivement, il y a une espèce de don't touch autour de ses enfants. On les laisse tranquilles. Ils ont assez souffert à l'époque. Maintenant, on les laisse tranquilles. Le portrait de cette grande famille royale recomposée pourrait presque être parfait s'il n'y avait pas aujourd'hui une ombre au tableau. Celle d'Harry et de sa femme Meghan Markle qui ont quitté leur fonction royale en 2020 pour s'installer aux États-Unis. Pourtant, malgré cette rupture, le duc de Sussex veut se montrer présent dans les moments difficiles. À l'annonce du cancer de Charles III, la réaction d'Harry est quasi immédiate, c'est-à-dire qu'il prend tout de suite un avion pour rentrer en Grande-Bretagne et voir son père. Il est brouillé depuis des mois, hein, on le sait. C'est très compliqué avec Charles, c'est très compliqué avec son frère, le prince William. Donc il s'est dit, je vais à Londres, peut-être que je serai mal accueillie, tant pis, mais j'y vais, je vais montrer que je peux être proche de mon père et je vais à son chevet et s'il a besoin de moi, je me tiens présent à ses côtés. Évidemment, pendant les 11 heures de vol, il s'est très certainement imaginé des retrouvailles assez émouvantes vu le contexte. Des retrouvailles qui, pour Harry, vont très vite tourner au fiasco. Harry n'avait pas prévenu son père qu'il allait accourir aussi rapidement à son chevet, donc Charles III n'avait pas prévu de place dans son emploi du temps très chargé pour son fils cadet. Et donc, l'entrevue entre le père et le fils n'a duré qu'une trentaine de minutes. À peine le temps de boire une tasse de thé. Ce rendez-vous entre un père qui n'a plus vu son fils depuis de nombreux mois nous démontre bel et bien qu'il y a un problème, qu'il y a encore des griefs. On est entre Harry, sa famille et plus généralement le Royaume-Uni sur une vraie rupture. En effet, ces dernières années, libres de tout engagement royal, Harry et son épouse Meghan ont fait entendre haut et fort leur voix. Le couple a enchaîné dans les médias les attaques contre le clan Windsor.
En fait, le problème qu'a Harry, c'est que plus personne ne lui fait confiance. Étant donné qu'il a passé ces 3 dernières années à expliquer à tout le monde et à dévoiler au monde entier, que ce soit par voie d'interview, que ce soit par voie de documentaire, tous les secrets de sa famille, personne ne veut rencontrer quelqu'un qui peut raconter le lendemain à la presse que vous mettez du sucre, 3 sucres dans votre café le matin au lieu de 2, ou ce genre de choses. La famille royale, c'est une famille très secrète, qui a un certain prestige, et je pense que dévoiler tout sur la place publique, c'était pas vraiment nécessaire, et je pense que ça a vraiment desservi Harry. Bonjour tout le monde. Juste ici, nous avons l'auteur du nouveau best-seller, Le Suppléant. En janvier 2023, Harry franchit la ligne jaune. Il sort son autobiographie Le Suppléant, dans laquelle il révèle les relations toxiques qu'il entretient avec son frère William depuis des années, comme en atteste cet extrait. Il m'attrape par le col, me jette au sol. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est fissurée sous mon dos. Les morceaux m'ont coupé. Je me suis levé et je lui ai dit de sortir. Des révélations chocs qui rendent aujourd'hui très difficile un retour d'Harry dans la famille royale. Aujourd'hui, les relations entre William et Harry sont exécrables. Ce sont vraiment les frères ennemis. William, il est très en colère, il a une colère noire envers son petit frère qui a balancé énormément de dossiers sur lui dans son livre, et aujourd'hui, il ne veut plus en entendre parler. On dit d'ailleurs que Harry aurait été prêt à reprendre ses fonctions royales de manière temporaire, et que c'est William qui a tout de suite mis un stop, qui a dit non, il est hors de question, c'est moi qui prendrai plus d'engagement, mais lui ne reviendra jamais. Cette guerre fratricide fragilise profondément Charles III dans l'exercice de ses fonctions. Et il voit ses enfants se déchirer, ses 2 fils qui étaient si proches auparavant et qui maintenant ne se regardent même plus lors des événements officiels. On se souvient des images terribles des funérailles de Élisabeth II où ils marchaient chacun de leur côté et ne se regardaient jamais. Et donc Charles, il a prononcé cette phrase terrible à ses 2 fils quand il a assisté à une dispute entre eux en disant « Les garçons, ne faites pas de mes dernières années un calvaire ». Et malheureusement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. La brouille entre William et Harry est une véritable ombre au tableau de Charles III. Parce que un monarque qui n'arrive pas à unir sa famille, comment peut-il unir un pays ? Et c'est ce que se demandent les Anglais. Près de 10 000 kilomètres séparent aujourd'hui Charles d'Harry, Meghan et de leurs 2 enfants, Archie et Lilibet. Une distance qui peine profondément le roi. Le prince Charles, c'est vraiment un papy gâteau. Il est extrêmement présent pour les enfants de Kate et William, et il souffre véritablement en tant qu'homme de ne pas voir ses petits-enfants. Ça se compte sur les doigts d'une main. Les fois où il a vu Archie, Lilibet, il a dû la voir une fois. Alors il se murmure qu'ils font régulièrement des FaceTime en famille. Ça, est-ce que c'est vrai? En tout cas, on ne le sait pas. Mais de ne pas voir grandir ses petits-enfants, c'est sûr que je pense que c'est clairement un crève-cœur. Une rupture sur fond de trahison que Charles III était très loin d'imaginer. Bien au contraire, quelques années plus tôt, il était même le premier à soutenir Harry et son épouse Meghan face à l'institution monarchique. Et il ne faut pas oublier qu'il aimait beaucoup Meghan Markle. C'est lui qui l'a conduite à l'hôtel quand elle a épousé son fils. Ils avaient une vraie relation. Il l'a accueilli à bras ouverts dans la famille royale parce que lui, ayant justement vécu cette espèce de froideur de la famille royale, il avait à cœur que Meghan ne passe pas par là. Il a fait beaucoup de choses pour l'accueillir, pour qu'elle se sente bien. Et du jour au lendemain, toute cette connivence, ces liens qu'ils avaient tissés ont été non seulement rompus d'un coup, mais ça leur est un peu revenu avec un effet boomerang dans la tête qui est assez difficile. Meghan, elle devait être la nouvelle icône de la famille royale. Elle devait être la représentante de la modernité de la famille royale. Elle devait dépoussiérer cette monarchie. Finalement, elle est aujourd'hui persona non grata. Chez les Windsor, les drames familiaux sont légion. Car après son fils, c'est le scandale dont fait l'objet son frère cadet que Charles a subi de plein fouet. Charles, il a été confronté à une autre cassure que le prince Harry, c'est le prince Andrew.
Le prince Andrew, il est mêlé à l'affaire de pédophilie, scandale de Jeffrey Epstein. Et ça, c'est une affaire qui lui colle à la peau au prince Andrew et qui, du coup, en fait, pénalise son frère et le règne de son frère. Jeffrey Epstein aurait offert au prince Andrew les services d'une jeune femme qui, à l'époque, avait 17 ans et qui aurait été contrainte de coucher, d'avoir des relations sexuelles avec Andrew. Et quand le scandale a éclaté, c'est parce que cette jeune fille, justement, qui aujourd'hui est devenue une femme, a dit « Je n'ai jamais consenti à ça, j'ai été victime de trafic sexuel et un membre de la famille royale, j'ai été obligée de coucher avec lui et c'était le prince Andrew. » C'est excessivement grave et ça entache considérablement l'image de la famille royale. Aujourd'hui, la famille royale, les Windsor, c'est une marque qui est presque déposée, une marque qui fait vendre. Comme tout chef d'entreprise, Charles III ne supporte pas qu'on sabote sa marque. Pour sauvegarder la réputation de la royauté, Charles III a pu compter sur l'intervention discrète de son fils aîné, le prince de Galles. En coulisses, c'est lui qui a résolu cette crise sans précédent pour la couronne. Contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas Charles qui a demandé la déchéance du prince Andrew. Ce n'est pas Charles qui a voulu que tous les titres et toutes les fonctions du prince Andrew lui soient retirés. C'est le prince William qui, en coulisses, a œuvré pour convaincre son père et sa grand-mère, qui était encore vivante à l'époque, Élisabeth II, de tout retirer à Andrew, de le destituer. Pour faire partie de cette famille extraordinaire, il faut défendre avec fougue les valeurs de la royauté et les propager à travers le monde. C'est ce que s'évertue à faire au quotidien le roi Charles III. À l'image du voyage d'État en France qu'il a entrepris avec la reine Camilla en septembre 2023. La visite officielle en France est importante pour Charles III parce qu'il a toujours eu des relations incroyables avec la France. On rappelle que Élisabeth II, lors d'un de ses premiers déplacements, choisit elle aussi la France et qu'elle est enceinte de Charles alors que le grand public ne le sait pas encore lorsqu'elle est reçue à l'époque au palais de l'Élysée. Donc la France a toujours fait partie de la vie de Charles III. Il n'était pas encore de ce monde que déjà il venait en France. Et pour ce déplacement en France de 3 jours, le roi n'a pas voyagé léger. Il a emmené avec lui son oreiller, son matelas, sa commode, son médecin personnel, son chirurgien personnel au cas où il devrait éventuellement être opéré et tout un staff de secrétaires et d'assistants particuliers. Le déplacement d'un roi, c'est quelque chose d'assez extravagant. Et à chaque voyage d'État, Charles III est également toujours entouré d'un staff qui gère sa sécurité. L'un des membres de cette équipe qui appartient à la garde royale est aujourd'hui devenu une véritable coqueluche sur les réseaux sociaux. Quand Charles voyage, il y a une personne que tout le monde remarque, d'ailleurs elle éclipse le roi et la reine, c'est l'écuyer Johnny Thompson. Surnommé Johnny Hot Tea sur les réseaux sociaux parce que c'est un écuyer qui est très séduisant. C'est un homme qui répond en fait à toutes les exigences, qui est là, qui est vraiment le bras droit en fait de Charles III. Et aujourd'hui, par rapport à cette tempête médiatique et par rapport à toute cette fascination qu'il a provoquée sur la toile, maintenant il est plus en retrait, Johnny Thompson, et il ne sera plus sous le feu des projecteurs parce qu'il le vivrait très mal. Point d'orgue de cette visite en France, le dîner d'État donné à Versailles en l'honneur du roi et de la reine. Une soirée exceptionnelle avec 160 invités triés sur le volet. Le président de la République sait bien que Charles III est un profond amoureux de la France, de son histoire, de son patrimoine, et que ça lui ferait plaisir de le recevoir à Versailles. C'est pour ça qu'il a été décidé de faire ce grand dîner à Versailles dans la Galerie des Glaces. La liste des invités pour un tel dîner est un véritable casse-tête protocolaire.
Déjà, les places sont limitées, hein. La Galerie des Glaces est immense, bien sûr, mais on ne peut pas mettre des centaines et des centaines de personnes à l'intérieur. Donc il a fallu choisir des personnalités qui représentaient plusieurs domaines. Le sport, les grandes entreprises et bien sûr aussi les arts. Et on sait que Charles III y est très sensible. Il y avait par exemple Mick Jagger ou Hugh Grant, qui sont connus pour être des Anglais très francophiles. Parmi les invités, le photographe et réalisateur Yann Arthus Bertrand se souvient d'une soirée où tout n'était que splendeur et richesse. C'est un grand truc officiel, quoi. Donc on t'emmène à ta place. Et puis, bon, voilà, mais c'était très beau, c'était un très bel endroit. Mais je me suis vraiment fait la réflexion, c'était un dommage qu'il n'y ait pas eu des Français tu vois, un facteur, un agriculteur, parce que c'était tellement beau, c'était vraiment ce qu'on aime en France, quoi. Le château de Versailles, les lumières, la belle porcelaine, c'était très impressionnant. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de vrais Français qui étaient là pour participer, pour profiter de tout ça, voilà, de ne pas faire partie de ce petit monde, tu vois, fermé, où tout le monde se connaît. Le clou du spectacle, l'immense table dressée dans la Galerie des Glaces. Les services de protocole de l'Élysée ont décidé de dresser une seule table, comme ça avait été fait à l'époque pour le premier voyage officiel d'Élisabeth II, comme cela tout le monde peut se targuer d'avoir dîné à la table du roi. Oui, vous étiez dans la même pièce que le roi Charles, mais bien sûr, vous n'alliez pas lui parler, lui taper sur l'épaule pour lui faire la bise. Ça, c'était hors de question. La plupart des invités n'ont pu adresser tout au mieux qu'un petit hello à leur majesté. Lors de cette soirée, seul un petit groupe de privilégiés a pu saluer le roi de plus près. Finalement, il y a eu un petit groupe de personnalités, d'invités sélectionnés, une petite dizaine, qui ont pu passer 5 minutes en tête-à-tête, en quelque sorte, avec le roi et la reine, dans une petite salle à côté de la Galerie des Glaces. Comme il est venu vers moi, voilà, qui m'a parlé, les gens étaient étonnés, je ne suis pas copain avec lui, mais il y a une relation d'écolo à écolo, quoi, de gens qui est de la même famille, comme si on partage les mêmes valeurs. Et on n'est pas beaucoup comme ça, donc quand on se voit, on sait qu'on va parler de choses qui nous passionnent, qui nous intéressent. Et il m'a dit, Yann, n'oubliez pas, alors je lui dis, mais maintenant que vous êtes roi, vous n'allez plus pouvoir rien faire. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, on va se revoir. Et il a demandé à quelqu'un qui était avec lui, son secrétaire, de prendre mon téléphone pour m'appeler. Pour ce dîner, le roi et la reine ont vécu une véritable expérience gastronomique à la française. On voit tous les serveurs arriver de loin avec tous leurs plateaux comme ça, c'est assez rigolo. C'est très beau, c'était comme un bal. Et vraiment, c'est une pièce de théâtre, tout ça. La vaisselle venait de l'Élysée, la table avait été sublimement dressée avec des fleurs fraîches, etc. Donc on a fait tout ce que la France fait de mieux. Pour la partie purement gastronomique, on avait missionné les chefs les plus étoilés pour un repas absolument grandiose. Le menu qui a été servi à ces convives, c'était du homard bleu en entrée qui était réalisé par la chef étoilée Anne-Sophie Pic. Ensuite, il y avait de la volaille de Brest, donc là qui fait aussi honneur à la France par Yannick Aleno. Et puis Pierre Hermé et son fameux Ispahan et toute une déclinaison autour de la framboise. Et à tout cela, il faut en voir royal. Lui aussi, on sert un mouton château Rothschild qui est estimé quand même à 2700 € le magnum. Grand cru et mets d'exception, ce dîner en l'honneur du roi Charles III va faire couler beaucoup d'encre dans la presse française. On parle d'un dîner qui aurait coûté aux contribuables environ 6 millions d'euros. Alors la chose va choquer profondément. En effet, dans une période de crise économique presque sans précédent,
Donc bien sûr que ce dîner à Versailles a choqué les Français qui le trouvaient complètement déconnecté de la réalité. Le fait que ça soit à Versailles, le fait que ça coûte aussi cher, on avait l'impression que le roi Emmanuel Ier recevait en son château. Si ce dîner a entaché l'image d'Emmanuel Macron, il n'a en revanche pas atteint Charles III. Voilà près d'1 an qu'il a été sacré roi d'Angleterre et on ne lui connaît finalement que peu de faux pas. Au contraire, cette année a été marquée par la grande proximité que le souverain entretient avec ses sujets. À l'image de son premier bain de foule, lorsqu'il prend ses fonctions au décès de sa mère. On voit qu'il accepte de se faire prendre en selfie avec des gens, de se laisser même embrasser. Il y a des gens qui le prennent presque à bras le corps. Charles III a trouvé du réconfort auprès de ses sujets. Il avait ce besoin, lui aussi, de se prouver à lui-même qu'il pouvait être aimé. Il a besoin de ce contact physique avec les gens et c'est du jamais vu. C'est-à-dire que le nouveau roi d'Angleterre qui s'arrête, qui discute avec des gens, qui les embrasse, qui se laisse embrasser, à qui on met 2-3 claques dans le dos, on n'a jamais vu ça. Charles III se veut chaleureux, un comportement très éloigné de celui de sa mère, Élisabeth II. Élisabeth II serrait les mains avec des gants. Ça montre en fait la distance royale qu'il y avait entre Élisabeth II et le peuple. Alors que Charles arrive et il nous serre la main, on peut toucher sa main. J'en ai été témoin parce que j'ai rencontré le roi à Bordeaux et j'ai pu serrer la main du roi et j'ai pu lui parler quelques secondes. Et en fait, ce roi est capable, pour l'avoir vécu, il est capable de vous regarder dans les yeux. On a l'impression en fait qu'il est venu pour vous et qu'il s'adresse à vous. Charles III se veut définitivement plus accessible que sa mère. Sa mère, c'était un peu un mythe. On la voyait quelque part, on savait qu'on allait la voir, mais on n'allait pas l'approcher, on n'allait pas la toucher. Tandis que Charles veut montrer que oui, il est roi, oui, il a une couronne sur la tête, mais ça reste un humain avant tout et qu'il est accessible. Autre révolution de palais, pour envoyer un message de sobriété à son peuple, Charles III a, dès son accession au trône, souhaité réduire le nombre de membres de la firme. Sous Élisabeth II, on a ces images du balcon de Buckingham Palace, un balcon plein à craquer, limite prêt à s'effondrer, avec des gens, on ne savait même pas qui ils étaient. Voilà, le commun des mortels ne savait pas qui était aux côtés d'Élisabeth II, des personnes vieillissantes avec des chapeaux, on ne savait pas. Charles III, il a voulu que la famille royale coûte moins cher, il a voulu donner l'exemple. Et en ce sens, il a voulu une monarchie allégée. Le nombre de membres actifs de la famille royale a lui été réduit par Charles III, c'est-à-dire de membres à qui on donne une allocation. Ça fait faire des économies, mais chaque médaille ayant son revers, on voit que Charles III étant souffrant, Kate étant souffrante, William étant empêché en quelque sorte, eh bien les rangs sont tellement resserrés qu'il n'y a plus personne à bord de l'avion Windsor. À la surprise générale, Charles III, qui était connu pour vivre grand train, a également revu à la baisse les dépenses du palais. Charles III, c'est un roi qui a pu faire peur à son arrivée parce que les premières informations qu'on a eues juste après son accession au trône, c'est qu'il a écrémé dans tous les services. Voilà, il y a eu des licenciements un petit peu partout et bien sûr, licenciement, c'est pas un mot qui met la personne en valeur, hein. Ça fait un petit peu peur en se disant bon bah super, il arrive au trône et il vire des gens. Donc ça lui a donné une très mauvaise image. On estime que 20% de son personnel a été renvoyé, tout simplement parce qu'en fait il préfère limiter le nombre de personnes qui sont des secrétaires de secrétaires. Les palais étaient surchargés, il y avait aussi des équipes qui s'occupaient de certains membres de la famille royale où ils étaient beaucoup trop tout simplement. Donc il a tout recadré autour de tout le monde pour gagner de l'argent. Alors en fait, la monarchie britannique, pour qu'elle puisse durer, il faut qu'elle corresponde aux attentes du peuple. Et si on demande au peuple de serrer la ceinture, il faut que la monarchie serre la ceinture. Des économies que l'on retrouve même dans l'assiette du roi.
Durant sa première année de règne, Charles III fait par exemple la chasse au gaspillage. Il ne supporte pas ça. En grand écologiste qu'il est, eh bien, il va vraiment veiller à ce que lors des repas, on ne jette pas. Lorsqu'il y a des aliments, eh bien, ça soit cuisiné à nouveau et servi le lendemain sous forme de terrine. Autre point sur lequel le roi a surpris tout le monde cette année, ses prises de position. Autrefois très engagé en tant que prince de Galles, en qualité de roi, il s'est montré très pondéré. Il y avait beaucoup de peur de la part des conseillers d'État au niveau du respect du protocole, puisqu'en tant que souverain, il n'a absolument aucune voix au chapitre en termes politiques. Il n'a pas d'opinion, on ne lui demande pas et il ne les donne pas. Or, Charles III, du temps où il était prince, passait son temps à faire des spider notes, c'est-à-dire qu'il recouvrait des petits mots de son écriture d'araignée, de pattes d'araignée, où il disait que machin était nul, truc a dit n'importe quoi, et bidule, il est vraiment mais incompétent. Ils avaient très très peur que cette énergie et que cette envie de peser et de dire son opinion, il continue de l'avoir de manière plus officielle une fois roi. Et en fait, tout le monde est assez rassuré puisqu'il a réussi à se canaliser, il a réussi à comprendre qu'en fait, en tant que roi, on n'attend pas du tout ça de lui. Il est là pour fédérer, il n'est pas du tout là pour dire du mal d'un tel ou pour créer des scissions. Il est là, il est roi, il est un peu au-dessus de la mêlée. Voilà. Eh bien finalement, Charles III, pendant sa première année de règne, n'a fait aucun faux pas. Finalement. Pourquoi ? Parce qu'il a continué à régner sur les pas de sa mère, il n'a pas fait de révolution plus que ça, comme on disait. Donc finalement, il se contente de respecter les désirs des Britanniques qui veulent qu'il soit neutre politiquement, qu'il fasse des économies, qu'il représente la couronne, qu'il les représente dans le monde. Souvent moqué et malmené lorsqu'il était prince de Galles, en devenant roi, Charles III a finalement su prouver à ses sujets qu'il avait les épaules pour assumer cette fonction suprême. Il a pu vraiment donner une image de celui qu'il était vraiment. Il est devenu très populaire et aujourd'hui on le voit avec l'annonce de sa maladie. Les Britanniques lui envoient énormément de soutien et se font beaucoup de soucis pour lui. Et il a réussi à retourner l'opinion publique, mais avec beaucoup d'élégance et d'efficacité. Il fait le job, il le fait très très bien et il a réussi finalement à se faire une place dans le cœur des Britanniques. C'était pas facile parce que sa mère prenait quand même beaucoup de place et en fait il a réussi quelque chose d'assez fort. En fait il a réussi à faire comprendre aux Britanniques, il sera jamais comme sa mère. Ça deviendra jamais une sorte d'icône, une sorte de légende, presque une divinité comme l'était Élisabeth II. Il fera différemment, il fera à sa manière, c'est pas forcément moins bien, ce sera plus simple. Mais ce sera juste lui. Et en fait, c'est quelque chose auquel les gens ont totalement adhéré. Malgré les épreuves, en un an de règne, Charles III a su imposer sa patte. Celle d'un souverain accessible, proche de son peuple. L'image d'un homme stable et rassurant, qui est devenu au fil des mois un véritable père de la nation britannique.